Sunderlight Productions. Gaëlle, c'est à mes yeux la personne facile à aborder, et je sais depuis que je la connais que cet épisode parlera avant tout émotion, connexion et humour, car elle a un humour bien à elle, qu'on retrouve un peu partout dans son travail et dans tout ce qu'elle laisse voir d'elle. C'est aussi une vision radicalement différente de la mienne de l'enfance et de la façon de la photographier, parce que nous avons beau avoir certaines expériences en commun, les miennes ont été transformées par la paternité, mais en même temps il n'est jamais trop tard pour réapprendre à faire autrement. Dans cet épisode, on va parler de connexion, d'humour, du langage de l'âme, de discuter avec tout le monde, de carapace et de les casser, de conditionnement et de tétard. Les Rise-Upiens sauront tout de suite de quoi je veux parler. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Gaëlle Carré. Et Gaëlle est une danseuse. Je fais très bien la gigue. Il y a deux types de personnes quand on enregistre à distance comme ça. Il y a ceux qui écoutent la musique et qui dansent et qui opinent de la tête. Et il y a ceux qui sont impassibles, presque stressés. Toi, tu danses. Toi, t'as fait ta petite... Mais je suis même pas surpris en fait, je savais très bien que tu allais danser. Et encore, j'étais assise sur ma chaise, heureusement, parce que sinon je te faisais une petite chorégraphie. Bah, écoute, non, mais j'en étais sûr. On va aborder plein de choses aujourd'hui. C'est ce qu'on discute un petit peu hors antenne de ça en préparant. Je te disais, ça fait longtemps en fait que j'ai en tête de t'inviter, mais tu as des gens, j'ai besoin d'une petite gestation pour savoir de quoi on va parler parce qu'on va parler d'un peu plus que de photos tous les deux et du coup oui, je pense que j'avais bien cerné ce côté de ta personnalité qui est que t'es plutôt ouverte et t'as ce côté festif et sympathique qui est une vraie marque de fabrique, j'ai l'impression, non? Je me rends pas compte, moi je vis avec moi tous les jours, ouais. Je vois pas faire, mais... À un moment on s'en rend plus compte, mais je te confirme que c'est un de tes traits. Ouais. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. On va démarrer tout de suite par l'elevator pitch, tu connais le principe, tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs passe la main, rentre à côté de toi, et tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui racontes? Je crois comme tout le monde, je me suis entraînée la question, mais j'ai toujours pas la réponse. Du coup, je vais la faire simple. Je m'appelle Gaëlle, je suis photographe à Châteauroux. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'aller transmettre les connexions humaines. Et s'il me reste un petit étage, je lui demande un code promo pour un Mac. C'est pas mal. C'est une bonne approche. Malheureusement, je crois pas qu'il faisait des promos. C'est pas lui qui contrôlait ça. Peut-être qu'il te l'aurait offert. Allez, ouais. Sympa. Contre une petite gigue. J'ai noté alors que tu as 3 activités principales qui sont studio, mariage et lifestyle. Lifestyle étant davantage famille, j'ai l'impression. Oui. Oui, je crois que c'est la vraie définition de lifestyle. En fait, nous, on fourre un peu de tout et n'importe quoi dedans. Parce qu'il y a des photographes qui ont récupéré ça en te disant qu'on va faire du lifestyle, on va faire des portraits dans un café, tu vois. Et en fait, la vraie définition, c'est famille, en fait. Oui, c'est la vraie vie de famille. Enfin voilà, c'est aller photographier chez eux ce qui se passe vraiment dans leur décor et leur vraie vie, quoi. Normalement, c'est ça. Ok. J'ai noté, je voulais te signaler quand même que tu es la première gagnante de la Rise Cup. C'est toi qui as gagné la toute première édition du concours. Yes. Il y a ton nom juste derrière moi sur la Rise Cup qui est chez moi en ce moment. J'ai déjà reçu Oliver. Je te reçois toi aujourd'hui. Je me suis reçu moi-même. Oui, j'ai entendu ça. Une fois ou deux. Donc j'ai eu tous les gagnants. On verra qui gagnera l'an prochain, mais je sais pas si je pourrais réellement aller à Rise Up cette année, si ma femme me laissera y aller cette année vraiment. Mais si elle me laisse y aller, je la rendrai pas si facilement, pas sans un combat en tout cas. C'est ça. Tout ça pour la garder, on y a tous pensé à pas y retourner l'année d'après. Hein. Exactement. Non, mais alors j'ai demandé, parce que justement je me posais honnêtement la question, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe si je peux pas revenir, et ils m'ont dit on s'arrangera, et je crois qu'en gros, comme je suis à Paris, je la dépose chez Nikon, et c'est Roland qui la ramène. Il va arriver les bras en l'air avec la Rise Cup. Il va pas être content de la transporter, parce que ça franchement c'est vrai que c'est le seul mauvais côté de la Rise Cup, c'est qu'il faut l'emmener et la stocker. Ouais, c'est ça.
Mais bon, ça reste un bon moment quand même. Et elle a été étonnamment bien acceptée chez moi. J'aurais pas cru. Ça va, elle est jolie. Enfin, c'est conséquent, mais c'est joli. C'est conséquent, mais c'est joli. Et ça plaît beaucoup aux enfants j'ai juste eu peur au départ qu'ils essaient de l'attraper parce que le machin, s'ils se la font tomber sur le pied, ça fait mal. Ah oui, mais non, mais ils l'ont bien accepté. Et maintenant, ils m'en parlent de temps en temps comme si c'était vraiment le summum. J'ai gagné l'Oscar, tu vois. C'est ça. Eh ben oui. Hein. C'est un peu ça, c'est les Oscars de la photographie. En tout cas, franchement, vu ce qu'il y avait en face, je suis pas peu fier de l'avoir gagné cette année. Et la question, c'est est-ce que ça a été fait avec le bois des sapins de Noël? Alors non, ça n'a pas été fait avec le bois des sapins de Noël, mais encore que, c'est peut-être du sapin, on va savoir. Je sais pas, je suis nulle en bois. Ça serait, ouais, moi aussi. Ça serait un juste retour des choses finalement. Si vous ne savez pas de quoi on parle, je mettrai un lien vers la série qui a permis de gagner. J'ai noté dans les petites notes de présentation que tu es quelqu'un de très accessible. C'est vraiment la première chose que j'ai notée quand on s'est rencontrés. Tu parles de lâcher prise dans ta présentation. Je trouve que ça te convient bien. Oui, je crois qu'avec les années, j'ai appris à effectivement lâcher. Après des années et des années de contrôle, maintenant, je suis comme je suis et j'aime accueillir les gens dans ma vie comme ils sont. D'accord. C'est ce que j'avais noté. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très connecté à tes émotions. Et je crois que c'est pour ça que l'épisode a été long à mettre en place. C'est que je pense que ça va être ça le fil rouge de la discussion, en fait, au-delà des photos. Je pense qu'on va parler beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je sais qu'on va parler beaucoup d'émotions puisque les 4 grands thèmes sont liés aux émotions. Il dit tout le temps que ce qui fait un bon épisode de podcast, c'est l'aventure humaine. Je pense qu'on va être servi pour cet épisode-là. On va attaquer l'interview. Les 4 premières questions sont les mêmes pour tout le monde. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors j'ai une réponse qui me vient spontanément, mais qui rentre peut-être pas dans les cases. C'est les albums photos avec les pochettes. Ouais. C'est un livre photo, mais pour pouvoir écrire sa propre histoire. D'accord. C'est ce que je dirais. Sinon là, le dernier que j'ai reçu, c'est Zoé Wittering, que j'aime beaucoup. C'est quoi ? Ça parle de quoi ? C'est des autoportraits. Elle travaille beaucoup avec la lumière. Je l'ai découvert au workshop de Caroline Cuinet. D'accord. Elle faisait partie des livres des exercices. Et elle a un univers qui me touche beaucoup. D'accord. J'irai jeter un petit coup d'œil à ça. J'aurais cru que tu allais dire Laurent Gounel. C'est le seul que j'ai reconnu dans ta liste dans les auteurs. C'est un auteur que j'aime détester, Laurent Gounel, en fait. C'est le développement personnel un peu de base, tu vois. C'est ça. Mais pardon ? Faudrait que je fasse évoluer la liste. J'ai 2-3 petits chouchous qui sont arrivés. Il y en a pas qui ont disparu, c'est ça l'essentiel. Je crois pas. Ouais. Mais non, Laurent Gounel, en fait, je trouve ça très basique et en même temps, je peux pas m'empêcher de lire ses livres, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, non, si t'es dans le développement personnel depuis longtemps, en fait, ça te semble très simple, mais en même temps, des fois, ça fait du bien de reprendre les bases. C'est ça, mais c'était effectivement les premières lectures de dev perso. Maintenant, ça passe un peu parce que à force d'en lire, on commence à faire le tour. Mais moi, de temps en temps, avant de s'endormir, après une grosse journée, ça fait pas de mal. Ouais, non, c'est clair, c'est distrayant. Puis en fait, ça se laisse lire. C'est ça la grande qualité de ce livre, et c'est une bonne entrée en matière dans le domaine. C'est quoi être créative ? Je pense que c'est laisser parler son enfant de 4 ans sans restriction. Ouais. Je te prête le mien, tu vas vite en avoir marre. En général, on s'entend plutôt bien. Ouais. On se trouve vite des points communs. Ouais. Et je les rends après, par contre. Okay, je tiens à le récupérer. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Je vais te faire une blague pourrie, mon index, mais... T'es en train de spoiler la suite. C'est nul. Qu'est-ce qui me fait déclencher ? Je sais pas, j'y vais à l'instinct. Je crois que je vois un truc qui m'émeut, qui me touche, j'appuie, je réfléchis après si j'ai bien composé, cadré. Voilà. C'est quoi une bonne photo ? J'aimerais te dire que c'est les miennes. Elles sont bonnes, après c'est pas les seules, j'espère. Non, j'aimerais me dire un jour que j'en ai une super bonne. Qu'est-ce que c'est une bonne photo ? Une photo qui reste en mémoire et qui me touche. Ouais. Voilà, peu importe ce que ça concerne, peu importe le sujet. C'est quelque chose qui va rester en mémoire, qui va interroger ou en tout cas qui va m'émouvoir. D'accord, dont tu vas te souvenir longtemps après en fait.
Ouais. Quand on réfléchit bien, il n'y en a pas tant que ça, des photos qui font cet effet-là, en réalité. Tu me demandes de parler de mes photos, j'en ai 2, comme ça, qui sortent spontanément. Et le reste doit réfléchir. C'est comme quoi, tu vois, on a beau être fier de son boulot, malgré tout, la réalité est ce qu'elle est. Hein. J'ai mis 4 grands thèmes dans l'interview. Le premier de ces thèmes, alors les 4 thèmes sont 3 de l'émotion et un aspect un peu plus technique. Le premier, c'est la douceur. Alors la douceur, c'est marrant parce que normalement c'est pas le sentiment qu'on associe en premier au tatouage. T'as plein de tatouages. Quand on te voit arriver sans te parler, peut-être on peut avoir cette fausse impression justement de dureté qui n'est pas vraie du tout en réalité. Mais c'est la première impression que j'ai eue en te rencontrant, c'est que t'es une vraie gentille. T'es sympathique, on a vraiment envie de te parler en fait. Je vais pas dire qu'on se connaît bien, on s'est vu 5-6 fois en tout, mais à chaque fois qu'on se voit, tu me donnes cette impression de toujours être contente en fait de me voir, de voir les gens. Enfin, je pense que tu fais le même effet à tout le monde. C'était Bill Clinton j'ai lu un livre sur lui un jour qui avait ce don en fait de président des États-Unis quand même, tu vois, oui. Et de quand il parlait à quelqu'un de presque le faire se sentir très important, tu vois, et presque unique au monde. Je trouve que c'est un vrai talent en fait, et cette douceur, elle se retrouve dans tes images. Je sais pas si c'est un beau compliment. Ouais, ça me touche beaucoup. Je sais pas. En fait, j'ai très peu d'analyse sur mes photos. Ouais. C'est l'endroit pour. Hein. Ouais, c'est ça. Il fallait me dire qu'il fallait un divan et j'étais pas prête. Installe-toi. Tu veux un thé? Je sais que je suis... Enfin, je crois que je suis plutôt sympathique. J'ai l'impression que les gens viennent facilement à moi, effectivement. Je suis toujours réellement contente de voir les gens. Enfin, ceux que j'ai pas envie de voir sont pas nombreux. Et généralement, ça se sent. Ouais. Je sais pas faire semblant. Donc, si je sais pas faire semblant de pas les aimer, je sais pas faire semblant de... Enfin, voilà, c'est... les émotions se lisent sur mon visage, donc quand je suis contente de voir les gens, je sais que je suis réellement contente. Ouais. Et après que ça se retranscrive sur mes images, je sais pas si j'en ai conscience, mais c'est chouette. Si regarde, moi j'ai regardé, le premier truc que j'ai regardé sur ton site, c'est les images primées. C'est le tri est déjà bien fait, tu vois, donc tu vas déjà vers a priori ce qui est reconnu comme les meilleurs. À quelques exceptions près, toutes tes images primées, c'est de la douceur et de la tendresse. Il y a un peu de technique, composition, enfin tu sais, des trucs de photographe, mais il y a toujours un peu de tendresse dedans, quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais que de la technique pure ou de la composition pure. Il y a toujours un petit truc qui se passe dedans quand même. Et il y a de l'humour. On viendra un petit peu plus loin dessus. Mais la vraie question, en fait, voilà, c'est est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est un truc qui s'apprend? Est-ce que c'est ton câblage par défaut? Je pense que ça doit être la réponse C. Si j'essaie de te demander d'analyser un petit peu ça, comment est-ce que tu le perçois? Je pense que tu as quand même une certaine conscience de ce que tu cherches au moment où tu fais une photo, non? Je pense que je photographie vraiment à l'instinct, mais aussi je pense que alors pour les mariages, j'ai toujours les mariés avant, on se rencontre toujours avant, et je m'assure toujours qu'on parle le même langage. Je suis quelqu'un d'assez émotive et sensible, et c'est drôle, mais si moi je me sens pas en confiance pour travailler et pour sortir les émotions que je vais vivre avec eux, je vais pas y aller. Et du coup, je pense que je suis déjà dans cette bienveillance qu'on a su instaurer entre nous trois. Et c'est peut-être ça qui se lie, sur les photos. Donc ça commence au choix des clients en fait, c'est-à-dire au moment où tu décides de travailler avec les gens, ou tu prends quand même. On se choisit, je leur dis, on se choisit mutuellement en fait. T'as déjà dit non par exemple ou Comment ? T'as déjà dit non ? Oui. J'ai déjà dit non en envoyant vers d'autres collègues parce que je sentais qu'on parlait pas le même langage. D'accord. Ils avaient pas les mêmes attentes. Je fais pas un nombre de mariages illimité. J'ai le studio qui me permet aussi de manger toute l'année. Ouais.
Donc je peux me permettre de dire, voilà, je pense que vous irez mieux avec tel ou tel collègue. Et puis aussi, je pense que c'est un gage de professionnalisme pour eux. Et puis moi, j'ai pas envie de me casser la tête à être malade 10 mois avant à l'idée de les avoir en mariage. Ouais. Je me préserve. Donc ouais, ça m'arrive de dire non. D'accord, donc ça te permet de garder cette fraîcheur en même temps et de pas avoir cette... C'est marrant parce qu'en fait, j'y réfléchissais au moment où j'écrivais la question. Et j'anticipais cette réponse-là et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sous certaines conditions, pas n'importe lesquelles, mais sous certaines conditions, moi je m'épanouis dans l'adversité. Ok. Et tu vois, enfin alors dans l'adversité, il y a adversité. J'ai eu il y a pas longtemps un événement qui s'est pas très bien passé parce que la cliente n'a pas regardé mon travail avant de m'engager, alors que j'ai quand même fait plusieurs événements autour d'elle avant et que tu vois, enfin dans ma tête elle avait vu. Et effectivement ouais. Là il y avait clairement, on parlait pas du tout le même langage et ça a été très compliqué à gérer quand j'ai compris déjà qu'elle avait pas vu ce que je faisais et qu'on parlait pas du tout le même langage et qu'il était trop tard pour changer parce que j'aurais eu encore 15 jours devant moi, j'aurais toujours pu trouver une solution pour mettre quelqu'un qui correspondait mieux, mais vraiment je suis arrivé sur le truc et j'ai compris l'erreur instantanément. Donc là, tu gères le truc. Quand je dis l'adversité, c'est si tu m'envoies... j'ai eu cette discussion, j'ai enregistré un épisode hier, et on avait cette discussion d'aller dans un endroit merdique, qui ressemble à rien, et où tu arrives et tu as ce mouvement de recul de dire « Merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Ça t'est peut-être déjà arrivé j'ai eu ça. Alors tu vois le machin où tu te fais avoir. Je te dis un truc au hasard, mais tu vois le Salon Roche de Saint-Germain en Cormeilles, tu vois un truc comme ça. Donc toi t'as Salon Roche en tête. Tu te dis que c'est la salle à Paris qui est pas vilaine, tu vois. Et en fait t'arrives et c'est une salle de mariage de banlieue. Qui est dans une zone industrielle avec Lidl, McDo et Burger King en face, tu vois. Et t'arrives là, t'avais plein d'étoiles dans les yeux parce que t'as associé le nom à quelque chose. Et t'es dans cette espèce de truc et t'arrives là. T'as cet arrêt, tu fais bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et la salle, elle est moche. T'as une belle enseigne devant multicolore. T'as le Lidl jaune et bleu en face. T'as le McDo de l'autre côté. T'as les bagnoles qui passent. T'as un couple de mariés qui t'attend, qui attend qu'on aille faire des photos de couple. Et tu te dis merde. Ça, c'est de l'adversité que j'aime bien et que dans laquelle je peux m'épanouir. Toi, c'est pas ça dont tu parles. Oui. Ça, tu saurais gérer. Des lieux moins glam, ouais. On en a tous vécu et je trouve que justement quand tu matches bien avec tes mariés, t'as envie de te donner à 200% pour leur apporter les photos que tu veux. Moi, la vraie adversité, c'était, ça m'est arrivé d'avoir des erreurs de casting, entre guillemets. Et là, t'as pas envie, quoi. Il est 9h12, ouais. Ça fait 2 minutes que t'as attaqué, et t'as déjà envie de rentrer chez toi. Ouais. Quand t'as pas envie de faire l'effort, en fait, oui, il y a la distinction à faire de quand t'as envie de faire l'effort, et effectivement, t'as pas les conditions idéales, mais tu te démerdes pour en tirer le meilleur. C'est ça. Le truc où t'es déjà saoulé au départ, et en fait, tu sais que le moment où tu vas devoir te mettre à plat ventre par terre, t'auras pas envie de le faire. Parce que t'as pas cet effort qui va venir. Après, j'ai déjà eu, alors pas avec les mariés directement, mais avec la maman des mariés, où on a tous eu la belle-mère chiante. Et c'est le jour où j'ai compris en fait que je pouvais la retourner pour me servir d'elle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, elle est ultra chiante, et en même temps, elle a toutes les infos dont tu as besoin. Ah bah oui. Et elle a tous les contacts dont tu as besoin, et si tu te la mets dans la poche, elle peut t'ouvrir toutes les portes que tu as besoin qu'on t'ouvre. Et ça te coûte 4 photos que tu n'as pas envie de faire, et que tu fais pour lui faire plaisir. Tu vois, c'est la même qui te dit mais vous êtes sûr de ce que vous faites là? Parce que là, avec mon iPhone, c'est vachement un contre-jour quand même. C'est ça. Je la vois bien, celle-là. Tu la connais? On l'a eu. C'est la sœur de tonton Maurice. Exactement, qui prend la photo avec son iPhone à côté où tout le monde la regarde au lieu de te regarder toi. C'est ça. Ah, il vient même avec la tablette et la couverture de la tablette. Ils sont magnifiques, c'est là. Non, mais c'est important de faire la distinction parce qu'en fait, il y a conditions difficiles et conditions difficiles. Et effectivement, il y a certaines conditions que tu anticipes et d'autres qui sont beaucoup plus compliquées en fait. Ouais, mais je trouve que dès que tu connectes humainement avec les gens,
t'y mets pas la même volonté, t'y mets pas la même intensité. Quand tu les aimes, les gens, tu veux déplacer des montagnes pour que leurs photos, leurs souvenirs soient à la hauteur de la confiance qu'ils t'ont donnée. D'accord. Donc, et tu te fais jamais avoir, entre guillemets. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mariés super sympas au rendez-vous. Et un peu moins simple à gérer ensuite. Oh, si. Comment tu fais? Alors, j'essaye de me dire que c'est le stress qui fait qu'ils sont pas comme je les ai connus. J'essaye de temporiser comme ça en disant c'est normal, sous l'effet du stress, on est tous différents, on a tous des réactions différentes. Et puis vraiment, quand ça devient compliqué, quand c'est un des deux qui est compliqué à gérer, j'essaye de me concentrer sur l'autre. Et quand vraiment j'en peux plus, j'essaie de me rassurer en me disant c'est pas moi qui me marie avec, c'est pas grave, ce soir c'est fini. C'est clair. C'est clair. Quand tu sais que c'était quoi cette phrase, je sais plus qui racontait, quand il était jeune, il avait accompagné Sean Connery, il portait ses clubs de golf sur un truc, et il y avait sa femme derrière, elle était horriblement chiante, et Sean Connery le regarde et lui dit ça va, toi c'est 2 heures, moi c'est toute la vie. Voilà. J'y pense. J'ai toujours cette réflexion qui me vient. C'est marrant, tu vois. J'ai le même truc que toi quand la mariée se transforme en dragon, alors que c'était pas prévu comme ça. Et je me dis, j'ai toujours cette image qui me revient en tête. Qui avait dit ça? Enfin, je retrouverai d'ici la fin de l'épisode. Je donnerai, mais c'était quelqu'un de connu qui racontait cette histoire-là quand il était jeune, justement. Est-ce que tu as un conseil justement pour s'améliorer justement dans ce côté doux, dans cette reconnaissance des mariés, dans le fait de bien choisir, entre guillemets? Je pense qu'il faut être vrai au moment où on fait le rendez-vous déjà. Moi je leur parle comme je parlerais à n'importe qui, en n'oubliant pas quand même le respect, parce que ça reste un couple qui va se marier que je connais pas encore, mais je m'adresse à eux de la façon la plus naturelle possible, déjà pour qu'ils puissent savoir qui ils ont en face d'eux, et du coup ça crée un climat plus naturel où eux ils se libèrent. Je leur pose pas mal de questions en dehors du mariage aussi. On parle beaucoup voyage, on parle de leurs émotions, ça revient souvent. On parle de leur vie de famille, de leur enfance. Enfin, les sujets sont pas notés, sont pas récurrents, mais ça revient quand même. Je fais pas exprès, mais ça revient souvent. Et du coup, il y a quand même moins de triche quand on parle plus de clients à prestataires. Ils oublient un peu cette partie-là. Ouais. Et vraiment, c'est d'aimer les personnes qu'on va photographier. Et s'il y a un moment où ils sont moins cool parce que sous le stress on a tous des réactions différentes, c'est de pas oublier le petit coup de cœur qu'on a eu au moment où on a validé le week-end avec eux, et se rappeler ça et de se dire ok, peut-être qu'à leur place on serait aussi stressé que ça, et d'être un peu indulgent, quoi. Enfin, on n'est pas non plus des rockstars et... Donc tu fais vraiment connaissance avec eux en fait. Et quelque part, t'as une relation, t'es prestataire quoi qu'il arrive, mais t'as plus une relation amicale quelque part. En tout cas, tu les traites de cette manière-là. J'essaye vraiment alors je suis pas à les appeler toutes les semaines. Il y en a avec qui on échange sur Insta avant, ça se fait naturellement. Il y en a pas, mais en tout cas, ça m'arrive de passer 2 heures, 3 heures en visio avec eux avant d'échanger. On a toujours des échanges qui dépassent allègrement le but de leur mariage et le but de la conversation, pour vraiment aller voir l'humain en fait qui se cache derrière, parce que je voudrais pas qu'on me prenne pour un appareil photo. Je veux pas les prendre pour le couple 8 de la saison 13. Non mais j'avais noté ça justement, je ne suis pas qu'un appareil photo, tu le dis très bien sur ton site. C'est vrai, non mais c'est con, c'est cette phrase qu'on aime tous, votre appareil fait de très belles photos, qui est magique et que j'adore entendre à chaque fois qu'on me la sort. Quand je saurais m'en servir, peut-être que je pourrais dire ça. Non, mais tu sais, quand on me fait ça, je dis tiens, en fait, vous savez à quoi il sert ce bouton? Tu sais, tu te montres un machin très évident dessus et les gens te regardent avec des grands yeux comme ça. Et j'ai eu ça à une maman chiante à l'époque où je les utilisais pas, qui va voir sa fille, je la vois aller voir sa fille qui fait T'es sûr? Sauf que moi, la différence, c'est que je suis tellement nulle en technique que je suis capable de vraiment leur poser la question. Ça se voit pas, heureusement. Non, mais
T'as des blagues comme ça. Alors c'est pareil, c'est des blagues pas drôles. On va parler d'empathie juste après. C'est des blagues pas marrantes à faire parce qu'en vrai c'est pas très gentil de charrier les gens comme ça. Des fois ils sont chiants, ils méritent quand même. Ouais, on peut taquiner un peu quand même. On peut taquiner tant que ça reste bon enfant. Mais effectivement, faut quand même. Faut quand même rester sérieux au minimum. T'as anticipé la première question de la partie suivante qui était l'empathie. Justement, je disais comment tu fais pour te connecter comme ça aux gens. Effectivement, tu parles beaucoup avec eux, tu échanges beaucoup avec eux et pas forcément que comme un prestat. Ce qui est important parce qu'on a souvent cette tendance à se vendre trop beau en fait. Oui. Mais en fait, pour moi, c'est un humain qui va photographier d'autres humains. Et il faut pas oublier ce truc-là en fait. Je trouve que c'est important aussi de se dire qu'on est dans un. Moi, j'ai besoin d'être dans une zone de confort pour m'exprimer, être vraiment qui je suis. Et j'ai besoin de ça pour aller travailler. Et j'ai besoin de ça pour savoir que je peux laisser mes émotions arriver. Et du coup, les mettre au service de ce que je vais voir et de ce que je vais leur rendre comme image. C'est intéressant ce que tu viens de dire, laisser tes émotions arriver. Ça veut dire qu'en fait, tu t'absorbes dans la journée. T'es pas déconnecté de tout ça. Moi, j'ai un regard très technique sur la journée, en fait. Je me rends compte en t'entendant qu'on vit peut-être pas la même chose. Ce serait drôle de faire un mariage ensemble et de voir ce qu'il en ressort. Non, mais j'ai eu le cas il y a pas très très longtemps, enfin l'an dernier. J'ai un ami qui faisait pas de mariage, qui est hypersensible, qui se demandait si ça irait, s'il était capable de faire un mariage. Donc il vient avec moi, on fait un mariage ensemble. Donc il est arrivé en second shooter avec moi. Et globalement la journée s'est très bien passée jusqu'aux photos de couple. Et en fait, on fait les photos de couple. Je fais ma demi-heure tranquille, tu vois, puis il nous restait 10-15 minutes. Et je lui dis, vas-y, à toi. Et il me dit, je peux pas. Et okay. il y a eu un moment en fait où le marié est parti un petit peu dans un jeu un peu de délire d'enfance, tu vois, genre sur les jeux d'enfants dans un parc. Et tu voyais que c'était un truc qui devait certainement faire petit et que c'était chargé d'émotions pour lui. Et en fait, mon pote a pas craqué, mais ça l'a submergé. Et tu te rends compte en fait qu'on n'a pas tous la même manière de gérer les émotions. Moi, je suis très très détaché de mes émotions. Lui est peut-être un peu trop attaché à ses émotions. Peut-être t'es juste au bon endroit. Alors moi, ça m'arrive très souvent de pleurer, mais pas forcément quand ils disent oui, je le veux. Oui, je suis très émotive dans la vie et je pense que ça m'aide aussi à ne pas vivre les mariages. À la chaîne, enfin je sais pas comment dire, mais chaque couple a son histoire et pour moi c'est je suis une éponge en fait. Il y a des maris qui sont hyper détendus pour leur prépa et je vais la vivre hyper détente et j'ai des maris qui sont stressés, qui vont avoir une larme facile. Là je vais être stressée, enfin je vais j'absorbe tout ça et en même temps je pense que ça me permet aussi d'essayer de retranscrire au mieux ce qu'ils vivaient à ce moment-là, en fait. En fait, tu le ressors, c'est-à-dire que tu prends ce qu'ils vivent, littéralement. Ouais. C'est pas que juste un témoignage extérieur, c'est que vraiment, la mariée qui est stressée, toi, tu absorbes son stress et ça ressort dans ta photo, en fait. En tout cas, ça ressort chez moi. Après, mais du coup, ça doit forcément ressortir sur mes images parce qu'on est la prolongation, enfin, les photos sont la prolongation de nous, donc forcément, ça doit ressortir sur mes images. Mais oui, chaque mariage est différent pour moi. Je rentre, je suis rincée, moi. D'accord. Non, mais c'est important parce que du coup, on parle d'empathie. Moi, je les vis pas de la même manière que toi, clairement. Et tu vois, enfin. J'aimerais mettre plus d'empathie dans mes photos. Je comprends qu'il y a peut-être un truc que je dois changer dans ma journée pour voir davantage ces choses-là. Parce que tu vois, les questions suivantes, c'est que tu arrives à exprimer la question qui suit là, notamment, sur la famille, par exemple. Tu vois, tu n'as pas d'enfant. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui te tente forcément en discutant avec toi. Mais pourtant, tu arrives très bien à exprimer le rapport parents-enfants à travers plein de petits détails que moi j'ai eu besoin de vivre pour les comprendre. Et je pense pas que ce soit associé au côté super tata que je suis sûr que tu es. Je pense que de ce que tu me dis, en fait, c'est peut-être justement qu'au moment où tu as la maman et son gamin qui sont en train de connecter face à toi, toi, t'es l'éponge qui est à côté, qui absorbe tout et qui ressort tout, en fait. Oui, et puis je suis pas maman, mais j'ai été enfant.
J'ai une maman. Ouais. Et Tu te rappelles de ça? Moi, j'ai complètement zappé cette période-là. Alors je m'en souviens et j'ai une maman j'ai une famille où on est très pudique des émotions. Donc moi je mets le bazar en fait. J'arrive avec mon tremplin d'émotions, de tactile, de tout ça. Donc je bouleverse un peu la famille. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de j'aurais aimé avoir plus de démonstration de connexion et peut-être que c'est ça que je retranscris aussi. C'est mon œil d'enfant. Sur une connexion parent-enfant. C'est peut-être ça, hein. C'est ton enfant qui recherche le câlin, en fait. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être mon œil d'enfant qui photographie le lien parent-enfant. C'est intéressant comme info. Oui, c'est vrai que t'as deux points de vue. T'as celui des parents, duquel on peut spontanément se dire qu'on se rapproche le plus parce qu'on est plus proche de leur âge. Mais effectivement, il y a un enfant de 4 ans. En tout cas, chez toi, il y a un enfant de 4 ans qui est encore bien vivace. Ah oui, ça, il est bien présent, celui-là. Elle est bien présente. Oui. Donc, ouais, je disais, tu vois, t'as ce côté connexion et il ressort, en fait, j'ai été dans tes projets perso, il y en a un à Varanasi en Inde, où clairement, tu peux pas parler avec les gens. Enfin, je doute qu'ils parlent anglais là-bas. Et je pense que tu parles pas la même langue que toi non plus. Donc, clairement, la communication, elle ne peut passer que par des regards et des gestes. Mais on sent ce contact malgré tout. Comment ça s'est passé là-bas, par exemple ? C'est ça que je trouve très fort en fait, c'est que on n'a pas eu besoin c'est une population que je connaissais pas du tout, une culture que je connaissais pas. J'ai eu très peur au début de prendre l'appareil photo. Moi je fais pas de street, même si j'aimerais, j'en fais pas. J'ai l'impression que je vais déranger, que je vais gêner. Et du coup, j'ai commencé la première demi-journée là-bas. J'osais pas, en fait. J'avais l'appareil photo au niveau du buste et je déclenchais, mais je savais pas ce que je déclenchais. Et au fur et à mesure, je me suis permis de remonter l'appareil et qu'on puisse voir que je prenais les photos. Et en fait, c'est une culture qui est géniale parce qu'ils jouent le jeu, en fait. Ils n'ont pas ce rapport d'intrusion à l'image. Pour eux, c'était presque pas un privilège, mais ils s'en amusent. J'ai fait des photos de groupe, de famille à Varanasi. Ouais. Ils s'alignent, tu leur as rien demandé, ils s'alignent, ils te demandent de prendre la photo et ils s'en vont. D'accord. Mais ils l'ont même pas regardé. Okay. C'est eux qui viennent te chercher presque, quoi. Alors que d'habitude. C'est ça. Et ils demandent même pas à la récupérer. Enfin, c'était surréaliste. Ouais. Et mais il y a une sympathie chez eux, il y a une aura. Enfin, moi j'aime beaucoup l'Asie pour ça. La Thaïlande, ça m'avait fait le même effet. Il y a ce truc où on connecte par le regard, mais je pense que les âmes, elles ont pas besoin de langage pour se parler. J'ai vécu l'année d'avant, je suis partie au Sri Lanka. J'ai fait des photos avec les dames qui ramassent le thé. Ouais. Et il y a une petite jeune, je sais pas ce qui s'est passé sur cette colline. Je voulais la prendre en photo, je la prends en photo, je lui montre. On s'est pris les mains, on a pleuré toutes les deux. On a mis, je sais pas, 30 secondes à se décoller l'une de l'autre. J'ai mis 2 heures à m'en remettre. Ouais. On s'est rien dit, on se reverra jamais. Tu vois, là, ça fait 2 ans, j'y repense, j'ai des émotions qui remontent. Elle a été longtemps en fond d'écran. Elle a eu cette photo, elle, ou pas ? Ben non, j'ai jamais pu, je voulais y retourner, et puis la vie fait que, voilà, les projets changent. Mais c'était hyper intense. Enfin, même si j'avais pas eu la photo, c'est cette connexion inexplicable. D'accord. Ouais, mais en fait, la connexion se serait fait mal. Enfin, elle s'est faite par la photo parce que la photo était là, mais elle se serait faite autrement. C'est ça oui. Que tu... Oui, parce que finalement la photo, elle m'a pas fait un câlin parce qu'elle allait récupérer la photo. On s'est regardé en fait. Au moment où je l'ai photographiée, c'était un moment sympa, mais sans plus. C'est quand on s'est regardé après, toutes les deux, les yeux dans les yeux, où là, ça a été. Je sais pas quoi. Non, mais c'est de plus en plus, je me dis ça, c'est que l'appareil, en fait, quand on dit souvent l'appareil est un outil, c'est pas l'essentiel et tout. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux mettre du temps à comprendre, surtout maintenant qu'aujourd'hui on te vend un nouvel appareil plus perfectionné, de la technique, de la formation. Apprenez vos réglages. Tu crois que l'appareil est le truc essentiel en fait de la photographie, alors qu'en fait non, c'est pas ça. Enfin, aujourd'hui, tout le monde est photographe dans l'absolu, alors qu'en réalité, les très grands photographes, c'est des gens
qui pourraient faire ça juste avec leurs yeux, en fait, tu vois. En fait, c'est tu vois d'abord, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois d'abord, tu connectes d'abord, et puis après, la photo se fait naturellement, mais en fait, la photo ne vient pas avant tout ça, quoi. Ouais, après ça peut être une passerelle parfois quand tu parles pas le même langage, ça peut être une passerelle pour communiquer et montrer que tu leur veux du bien, entre guillemets, mais ça va au-delà de ça. Je pense que l'aventure de la photo, elle nous permet de vivre des moments comme ça, qu'on n'aurait peut-être pas pu vivre si on avait fait un autre métier. Mais pour moi, c'est vraiment la connexion humaine qui est la plus grosse aventure de notre métier. Alors justement, parler de connexion, il y a un moment où être sympathique et souriante, ça explique pas tout. Comment est-ce que tu arrives à être aussi ouverte aux autres? On en revient à l'histoire de Bill Clinton avant, qui fait sentir les gens et tout. Est-ce que on parlait tout à l'heure de développement personnel, de travailler dessus, tu le dis, tu viens pas d'une famille très expansive, forcément, où on n'exprime pas forcément les choses. Donc ça veut dire que quelque part, à un moment, soit tu as évolué dans cette direction, soit tu as travaillé dans cette direction, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont toi tu es consciente, en fait, qui fait que tu arrives à connecter aussi facilement aux gens? Alors déjà, je me rends pas trop compte que j'ai l'impression que tout le monde connecte comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir. C'est toi. Je te le dis, c'est toi. C'est pas. Okay. C'est pas tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas à l'aise comme ça. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Rise Up il y a 2 ans. Ouais. On se connaissait pas. Je t'ai trouvé hyper sympa du premier abord, mais je veux dire, je parle pas comme ça à tout le monde dès le départ, tu vois, okay. de but en blanc. Et je pense que je suis pas le seul. Donc, je clairement. Il y a un truc chez toi qui fait que tu attires la sympathie. La question, c'est est-ce que tu en es consciente? Pas trop, je trouve que tout le monde est sympa. Voilà. C'est pour ça. Non, je sais pas, je trouve que c'est assez facile de discuter avec tout le monde et je trouve que en général, les gens que je rencontre sont chouettes. Donc, ce qui me permet de continuer à m'ouvrir. Après, j'ai beaucoup travaillé sur ce point où justement on avait beaucoup de pudeur dans la famille. Moi, j'ai perdu mon papa, j'étais jeune. Du coup, il y a une espèce de carapace qui s'est formée dont j'ai beaucoup souffert jusqu'à ma vingtaine. Où j'étais très renfermée, je faisais pas les bons choix pour les gens qui m'entouraient parce que les autres étaient un risque en fait pour pas partir trop loin, mais quand on perd son papa du jour au lendemain, on a peur de s'attacher aux autres. Ouais. Et du coup j'avais développé ça, mais j'en souffrais de plus en plus, donc j'ai gentiment engraissé la patte d'une psychologue qui a dû acheter une maison, je pense, dans les Bahamas depuis tout ce que je lui ai laissé. Elle aussi te trouvait très sympathique. Elle m'a dit que j'étais gentille, ça m'a fait du bien. Au-delà de tout ce que je lui ai laissé, j'espère. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie, c'était pas se mettre dans une carapace et que l'autre n'était pas un danger. Donc peut-être que je rattrape les années que j'ai perdues entre guillemets. Après, je suis très bien entourée dans ma vie perso. Dans la vie pro aussi, j'ai rencontré des chouettes personnes qui sont devenues des amis. J'ai des amis dans la vie perso qui me permettent d'être qui je suis. Et ça, c'est une force énorme. Et ce qui fait que je vais vers l'autre en confiance parce que je sais que j'ai ma zone, j'ai mon cercle, mon noyau dur en fait. D'accord. Donc finalement, il faut être bien dans ses baskets et ça te permet de t'ouvrir un petit peu au reste du monde. Sans le voir comme un risque, en fait, c'est ça? Ouais, je me dis que si je me plante, j'ai mon noyau dur qui est là pour me soutenir, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est marrant. J'ai toujours cette phrase, tu parles de noyau dur. Quand tu organises un événement, il faut que tu aies un noyau dur de potes dont tu es sûr qui viennent. Et c'est exactement la même chose, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a les indispensables, en fait. Tu es en sécurité avec eux. En fait. C'est ça. Tu risques pas de te casser la figure tant que ceux-là sont là. C'est intéressant comme réflexion. Toujours sur l'empathie, j'ai tout rédigé, tu vois, toute l'interview. Enfin, vous voyez pas le truc, mais j'ai une mind map énorme qui prépare l'interview, qui prend tous les points. Et après avoir rédigé tout ça, toutes ces questions, je suis arrivé à ce que je regarde en dernier parce que c'est le truc le plus long à consulter. C'est le blog, en fait. Et en consultant ton blog, tu le fais pas à chaque fois, mais je suis tombé par hasard sur le premier mariage sur lequel j'ai cliqué sur ça. C'est que tu l'as raconté avec et sans images.
ce mariage-là, c'est-à-dire il y a un texte énorme. T'as les images, t'as pas les images, tu comprends qui ils sont, comment ils sont, pourquoi t'as été là, on comprend tout de A à Z, qu'on regarde les images ou pas en fait. Ok. Ça résume ta manière de vivre la journée ou c'est... Je pense que oui, je m'étais déjà fait une idée d'eux avant de faire des photos d'eux, donc peut-être que ça ressort. Et puis j'adore écrire. Je suis très bavarde, mais je suis très bavarde à l'écrit aussi. Et c'est un moyen d'expression que j'aime beaucoup. Donc du coup, ça me permet de m'exprimer de ces deux façons-là, et en photo et en texte. Et c'est une bonne combinaison pour moi. Je crois que l'écriture, c'est le truc qu'on a le plus perdu à cause des réseaux sociaux, en fait. Ouais, alors que j'adore ça. On n'écrit plus des trucs longs, on écrit des petites phrases, des petites punchlines, tac, j'ai raison, bam, hop, voilà, et puis t'argumentes plus rien. Et c'est on dommage. écrit pour Google, c'est moche. Bah moi j'ai fait une détox Facebook en ce moment. Les gens qui se demandent pourquoi je réponds plus à des trucs auxquels je répondais habituellement, en fait je me suis pas connecté depuis une semaine. Et en fait j'ai lu et écrit 100 fois plus que tous les mois qui ont précédé avant. Donc pas impossible que je dégage totalement de Facebook à un moment. C'est tellement ça ne sert plus à rien en réalité. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait que m'engueuler avec des gens ces derniers temps. Parce que t'es pas d'accord sur un truc politique ou une connerie autre, et en fait, pourquoi ? Oui, mais c'est devenu un ring de boxe, je trouve. C'est ça, et en plus, tu te rends compte que quand tu y es plus, tu fais des trucs intéressants. Donc, oui, finalement, il y a du temps dans la journée. Bah ouais, non, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, une fois que t'es pas attiré dans un scrolling infini de trucs qui te frustrent, bah en fait, bizarrement, t'as du temps à consacrer à des trucs qui te plaisent vraiment. Et on va parler justement de choses drôles maintenant, on va aborder l'humour. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je t'avoue que quand je me disais un jour on discutera, je me demandais comment j'allais aborder cette partie-là parce que je t'ai déjà entendu dire des blagues. À mon grand soulagement, c'est totalement assumé. Je suis tellement désolée. Non, bah t'as pas été désolé justement. Non, elles sont très très drôles. En fait, j'ai compris que je pouvais y aller franco quand j'ai vu que tu partages ta blague préférée sur ton site, qui a beaucoup plu à mes enfants. Je vais te laisser la raconter. Alors attention, c'est un tétard, il croyait qu'il était tôt et en fait il était tard. Voilà. Voilà. Quelqu'un n'avait pas compris qui tu étais, je crois que... Vas-y. Ah, c'est un tétard, il croyait qu'il était en retard, mais non, il était dans les temps. Ce soir, t'es le roi à table. Voilà. Tu leur fais laver deux. Les enfants, je vais leur faire les deux. Je vais me la noter dans un coin parce qu'elle est quand même complexe à retenir. Non, mais voilà. Donc, je pense que si les gens n'avaient pas compris qui tu étais, voilà, maintenant c'est fait. Donc, l'humour, en fait, se retrouve de la même manière dans tes images. Mais c'est toujours tendre, c'est jamais moqueur, alors que tu as certaines situations qui pourraient vite déraper vers ça en fait. Je te disais avant qu'on enregistre, ça fait des années que je me retrouve à photographier des brit milah, donc des circoncisions, et que dans une circoncision, le papa qui est à côté et le grand-père souvent qui tient le bébé au moment où on fait la circoncision sont souvent pas très bien. Et avant d'avoir moi un garçon et de passer par là, j'avais souvent ce regard un brin moqueur, pas méchant, mais ce côté oh papy est ouvert, on va faire une photo, et que je n'ai plus depuis que j'ai eu un petit garçon parce que j'ai enfin compris ce que c'était, tu vois. Toi tu as on l'a dit un petit peu plus tôt, tu as un peu plus d'empathie au démarrage, et du coup tu as toujours ce côté tendre dans l'humour, alors que je pourrais sortir des photos et ça pourrait devenir une grosse blague bien grasse, tu vois, mais non, t'as cette élégance de la faire mignonne. Ouais, j'essaye. Alors après, je suis adepte aussi de l'humour tout pourri. Mais tu le montres pas. Un brin moqueur aussi, hein, faut pas... je ne suis pas parfaite, une perfection dans l'humour élégant et raffiné. Non, mais en tout cas, ce que tu partages est plutôt dans cette veine-là. Oui. Et puis, je trouve que c'est facile de se moquer. On le fait tous facilement. Les jours de fatigue, on se laisse aller à des moqueries faciles. Mais je trouve que ça devient... sympa même pour la personne qui est sujet
de la gentille moquerie quand c'est sympa et bienveillant en fait. Le but c'est pas de froisser les gens, le but c'est que tout le monde s'amuse de la situation, même le principal concerné. C'est de rire avec les gens et pas des gens, quoi. C'est ça. D'accord. Comment justement les situations un petit peu mignonnes, humoristiques, rigolotes, comment est-ce qu'on repère ou comment est-ce qu'on crée peut-être ce genre de situation? Est-ce que t'influes dessus ou pas? Non, franchement, je crois pas. J'ai pas de. Peut-être qu'il y a des idées que je soumets et je me dis ça pourra peut-être faire une photo rigolote. Mais la plupart du temps, c'est des moments que je vois. Et je crois que je fais encore appel à la petite Gaëlle de 4 ans, je crois. Je crois que c'est elle qui m'accompagne, qui est mon second shooter. Souvent, elles sont prises d'assez bas parce qu'elles impliquent souvent les enfants. C'est ça. C'est peut-être la petite Gaëlle de 4 ans qui parle, qui s'exprime. Ouais. Non, mais c'est mignon parce que en vrai, il y a plein de manières d'aborder ce genre de situation. C'est souvent avec des enfants d'ailleurs qui font des bêtises et des trucs comme ça. Mais encore une fois, ça peut être soit taper complètement à côté parce que faut arriver même quand c'est pas moqueur, même quand t'as une approche tendre et tout, t'es pas obligé de choper le bon moment pile et le moment mignon et émouvant, tu vois. Mais il y a des photos d'enfants avec la tête comme ça, ou qui sont en train de manger, ou qui sont en train de faire des bêtises, ou qui sont trucs, et ça il faut arriver à les capter de la bonne manière en fait. Mais je pense qu'on serait 10 photographes, on serait pas sensible au même moment. Ouais. Moi, c'est ce côté, mais en même temps, comme j'ai pas d'enfants, je vois pas les enfants comme des petits diables, en fait. Donc peut-être que je suis moins sensible à ça. Tu les vois pas forcément comme des petits diables, mais peut-être que le fait que tu le vois d'un point de vue d'enfant plutôt que d'un point de vue de parent t'aide à les comprendre différemment, en fait. Ouais, moi je vois le jeu en fait. Ouais. Je vois pas la bêtise. Je vois le plaisir de ce qu'ils sont en train de faire, le plaisir qu'ils vivent au moment où ils font la bêtise dans les propos d'un adulte, oui. En fait. Oui, en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fait, toi, tu le vois, c'est Gaël de 4 ans qui le voit, alors que moi, c'est Julien de 47 ans qui le voit. Voilà, qui va devoir engueuler, même si ça l'a fait marrer, il va falloir qu'il... Ouais. Non, mais c'est ça. Oui, non, mais je note parce que la prochaine fois, j'essaierai de voir ça des yeux de Violette, 7 ans, ou Samuel, 5 ans. Et peut-être que, justement, ça aide à ne pas juger, en fait. Ouais, et puis on l'a tous fait, et on a tous fait des bêtises, et il y a des fois on aimerait tous y retourner à cet âge. T'as pas fait de bêtises? Moi, j'ai pas fait de bêtises du tout. Ah c'est pour ça que tu les vois pas. J'ai fait ma part, mais des gentilles bêtises, des très très gentilles bêtises. Non, mais c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, en fait, parce qu'effectivement, ça m'avait jamais traversé l'esprit que tu pouvais le voir d'un point de vue de parent ou d'un point de vue d'enfant. Et effectivement, quand t'es dans ton rôle depuis tellement longtemps, t'as un petit peu de mal à en sortir, en fait. Ouais, sûrement. Même dans le boulot, même dans un truc où tu es censé être créatif, même dans un truc où tu es censé voir différemment les choses, en fait, c'est pas toujours si simple que ça. Notre quotidien nous conditionne énormément à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, ça c'est sûr. Non, mais c'est très intéressant. C'est un très bon conseil. Je vais essayer de l'appliquer la prochaine fois que je me retrouve face à un enfant. Tu me raconteras. Ouais, je vais faire peur à tout le monde, je vais me faire arrêter par les flics. Ça va être drôle. Je viendrai te chercher. Ouais, tu m'amèneras des oranges. Le dernier grand thème que j'avais, et ça c'est quelque chose, pour être tout à fait honnête, que j'avais pas remarqué au départ et qui m'a sauté aux yeux sur les photos que tu as fait en Inde, c'est le minimalisme. En fait, dans tes images, il n'y a jamais de superflu. Oui, je crois que... Mais comme dans ma vie, en fait. Je suis pas une pro de la compo, du cadrage, donc je pense que c'est pas ma spécialité. T'es pas mauvaise, hein. On va pas. Ouais, je sais pas. Je pense que Coralie, des fois, elle a les yeux qui saignent. Coralie, Coralie étant un cas très particulier où elle est à un stade de travail là-dessus que tout le monde n'atteindra jamais, tu vois. Enfin, je veux dire, je l'ai reçu il y a pas longtemps. En plus, on en a parlé, tu vois. Mais elle est vraiment, elle bosse ça spécifiquement dans la rue. Enfin, elle est capable de voir des choses que personne d'autre ne verrait, quoi. Mais enfin, tes compos, elles sont quand même super clean. Ok, merci. Je crois que c'est une des premières fois que j'entends ça. En Inde, tu vois, je veux dire, en Inde, c'est quand même
le pays du bordel, Oui, c'est où il se passe 10 000 trucs en même temps, t'as quand même des photos qui sont bien bien propres, où il n'y a pas des choses distrayantes à mort dans le cadre, et où ton sujet il pop bien, tu vois. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Moi, des fois, t'as des trucs où j'ai un mur blanc et j'arrive encore à foutre du bordel derrière, tu vois. C'est pas. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. oui, je vois, ouais. Mais je c'est- pense que c'est aussi la façon dont on voit la vie, entre guillemets. Je sais pas. Après, ça dépend ce qu'on disait, hein. C'est le conditionnement à notre vie de notre quotidien. Et puis moi, je sais pas me focaliser sur plein de choses. J'arrive pas à voir sur une scène complexe, j'arrive pas à tout voir. Faut que je me focalise sur un truc. Donc je pense que je photographie comme je vois. D'accord. Donc, quelque part, tu essaies de simplifier la photographie. Du coup, tu fais pas de compos hyper complexes. T'essaies même Non, pas. j'ai essayé un carnage. D'accord. Non, c'est pas pour moi. D'accord. Donc, tu vas sur tes points forts, hein, qui sont la simplicité, et tu laisses. Ouais, je pense que j'ai longtemps essayé de. Enfin, longtemps. Non, j'ai essayé, j'ai vu que vraiment c'était pas inné et c'était pas probant le résultat. Donc, j'ai testé un moment parce que je voulais quand même voir si j'en étais capable. Mais je pense que plus ça va, plus vraiment je m'affine dans ce truc effectivement, d'aller chercher plus du détail et d'aller à l'essentiel. Parce que ça me ressemble en fait. Enfin, ça correspond à ma façon de voir la vie. Donc, ouais, en fait, tu t'y vas avec tes armes à toi, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est. Bah, c'est ce qui fait que je serai différente de tous les autres. Mais c'est très difficile, en fait, ça, je trouve, moi. C'est aujourd'hui, enfin, t'as tellement d'exemples de ce qu'il faudrait faire. J'ai eu cette discussion il y a pas longtemps. C'est l'épisode qui va te précéder, que j'ai enregistré hier. Il y a un an, je vais répéter 2 fois la même chose dans 2 épisodes qui suivent, c'est pas grave. Il y a un peu moins d'un an, je me retrouve à photographier le marathon de Paris. Et normalement, je photographie qu'avec des focales fixes. Et il se trouve que sur le marathon de Paris, j'avais tellement envie de bien faire que je suis parti comme un con avec 2 zooms. Et en fait, cette envie de faire ce qui a déjà été fait, de le faire correctement, je mets des gros guillemets, m'a vachement desservi, parce qu'en fait, quand tu as l'habitude d'avoir un 35 mm, un 50 mm sur chacun des appareils, et que c'est comme ça que tu vois les choses, de temps en temps, tu mets un 80 pour le truc, ou de temps en temps, tu vas chercher un peu plus large. Mais en gros, ta façon de voir le monde, c'est 35 mm, et quand tu as besoin d'un peu plus clean, c'est 50 mm. Quand tu te retrouves avec un zoom, tu fais tout trop large parce que du coup, tu as peur. Et en fait, je n'ai fait pendant un moment. À un moment, j'ai pu retourner chez moi et récupérer mes optiques fixes. Mais tout le temps où j'étais avec les zooms, je n'ai fait que des photos par crainte de rater quelque chose. Je sais pas si Oui, en survie, ouais. En survie, mais en genre, faut que je fasse ce qu'un mec qui a l'habitude de faire ce genre d'événement fait. En mariage, tu peux très vite prendre ce biais. Oui. De dire il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Non, en fait, il faut rien parce que tu considères que tu as vu plein de mariages et tout. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que tant que tu vois le boulot des copains sur leur site internet, tu vois que les photos parfaites, des trucs là, et dès que tu commences à regarder les mariages complets, tu te rends compte qu'ils font tous la même chose, les mêmes bêtises que toi, ou alors qu'il y en a qui assument totalement. On a eu les galeries de Rise Up de Pétard, Oui. qui est Pétard Yurika. Et quand tu vois ces galeries, tu te rends compte qu'en fait le mec il réfléchit pas comme nous. Il a pas ces contraintes qu'on se colle nous bêtement, quoi. Ouais. Mais on s'impose des. Alors il y a des choses effectivement. Et encore, j'allais dire, il y a des figures imposées, mais il y a des mariés qui s'en contrefichent de leur arrivée dans l'église, qui vont vouloir autre chose. En fait, nous, on est conditionnés effectivement par ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et puis parfois, quand on creuse un peu, c'est peut-être pas ce qu'ils auraient. Enfin voilà, cette photo-là, oui, on l'a, mais du coup, si on avait creusé un peu, peut-être on aurait pu aller chercher autre chose que eux auraient préféré. Ouais. Et puis. Si tu creuses, je pense qu'on a tous eu ce cas de figure. Je sais pas si tu surveilles un peu les stats de téléchargement des galeries et des choses comme ça, ou que tu regardes des fois sur les réseaux sociaux ce qu'ils partagent. Toi, tu te fais chier à faire une compo au cordeau de l'entrée de la mariée avec son papa et truc, et tu fais un truc ultra carré, ultra nickel, ultra parfait, et tu te lèves et tu fais une photo vite fait en te levant des deux, et c'est laquelle qui se retrouve en photo de profil sur Facebook? C'est toujours celle qui est la
la moins travaillée, mais peut-être parce que c'est celle où il y a le plus d'humains dedans. Ouais. Non, mais c'est rigolo, tu vois, de réfléchir comme ça. En fait, quand tu réfléchis bien et que tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas ça l'important. En fait, t'as dans ta tête. En fait, on voit tellement le boulot des autres. Comment ils faisaient il y a 40 ans, quand les photographes de mariage, quand ils pouvaient pas voir le boulot des uns et des autres, quand tu te lançais, si t'avais pas eu une formation formelle à la photographie de mariage, comment tu savais ce qui était important? Peut-être on voit trop de choses, en fait. Bah, je pense on se met la pression par rapport au boulot des collègues, à ce qu'on voit aussi les tendances, les machins, tout ce qu'on peut voir circuler. On se dit, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut photographier ci, il faut photographier ça. Et au final, on finit presque par travailler pour les collègues et pas pour nos mariés. Ouais. Et on s'impose des trucs. C'est vrai que souvent, tu te dis, est-ce que je vais faire un truc à concours aujourd'hui? Ouais. Et là, tu le fais plus pour. Là, tu t'es déconnecté de tes mariés, en fait. Même s'ils seront très contents si t'as. Enfin, j'ai jamais un marié qui m'a dit, oh, zut, on a gagné une récompense. Enfin, tu vois, c'est un petit plaisir que tu partages. Mais c'est pas pour ça qu'ils t'ont demandé de venir, c'est pas pour ça qu'ils ont payé. Mais on a tous pensé à un moment. Mais souvent, les beaux awards, les très beaux awards, c'est justement quelqu'un qui essaie pas de reproduire. Parce qu'il y a ce biais aujourd'hui qu'on retrouve assez fréquemment de revenir en boucle, plus ou moins la même photo, qui a été faite une fois, qui a marché. Il y a eu, comment il s'appelle, l'Espagnol, Victor Lax. Oui. Qui a été relativement original à quand il a émergé, tu vois. Et puis tout d'un coup, tu as eu plein de petits Victor Lax qui ont démarqué du jour au lendemain, où tu as retrouvé plein de ses codes à lui et tout. Comme il y a eu les Touman avant lui, qui sont arrivés et ont un peu fait bulldozer. Et puis tout d'un coup, tu as eu plein de petits Touman, de gens qui arrivaient à reproduire ça parfaitement et tout. Et en fait, au final, qui tu es, toi, quand tu reproduis ça, quoi? C'est ça. Et puis, comment tu te différencies des autres? Comment est-ce que les mariés, ils savent qui tu es? Comment est-ce qu'ils te choisissent? Si c'est une armée de petits Touman ou de petits Lax qui les contactent? Bah, c'est des bons techniciens. Et derrière, voilà, c'est... Mais je suis sûre qu'il y a des mariés pour les bons techniciens. Ouais. Enfin, et c'est très bien. Mais heureusement que pour moi, qu'il n'y a pas que ça. Non, mais c'est important, tu vois. Enfin, on dérive un petit peu loin de la question initiale, mais c'est vrai que c'est important finalement d'assumer qui on est au final. Et tu vois, enfin, c'est ce que tu viens de dire sur le fait que oui, moi j'aime bien les photos complexes et j'aimerais bien être capable de les faire bien. Et j'y travaille, mais parce que ça me parle tellement que je me dis il faut que j'arrive à un moment à les faire. Et je crois que je commence après. Ça fait 2 ans quand même que je commence à comprendre, à être capable de déconstruire un petit peu ça. Ce sera l'objet d'un prochain épisode certainement. La prochaine fois que je reçois quelqu'un dont c'est très très visible dans le travail. Mais je trouve ça beau que tu aies réussi en fait à te dire bon, c'est pas moi en fait. C'est pas grave, moi je fais du plus minimal, mais en même temps ça me correspond et ça correspond bien. Mais du coup, ouais, c'est à la fois conscient et pas conscient en fait. C'est-à-dire que tu es conscient de tes forces, mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas aller chercher en y réfléchissant, si? Non, ça se fait instinctivement. Je pense vraiment, je vois comme ça, et du coup, ça me permet de travailler plus librement. En fait, je pense que, alors, je dis pas que je suis tout confort sur un mariage, mais les mariages que j'ai le plus aimé, c'est les mariages où j'ai pu me lâcher, où j'ai pu photographier, vraiment sans me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'y suis allée à l'instinct total, où j'ai joué, en fait. Comme si j'avais photographié pour moi, en fait. Et du coup, d'assumer ça et d'aller au bout de mon truc. Ma homepage, c'est un couple, elle a des plis comme ça parce qu'il lui tire les joues comme ça, il y a du grain, elle est à moitié, enfin elle est floue mais pas trop floue, on sait pas trop. Elle est belle. Comment? Elle est belle. Mais moi elle me parle en tout cas, et c'est un parti pris. C'est un parti pris parce que c'est comme ça que moi j'ai envie de pouvoir photographier. Je veux pas reproduire ça à chaque fois, mais en tout cas si je joue à ça, je veux pouvoir me l'autoriser. Mais c'est comme ça que tu es toi en fait. C'est ce qu'on disait par rapport à Petar Yurika justement. Il est dans son truc à lui
Et d'ailleurs, lui, c'est plutôt lui qu'on imite maintenant que l'inverse. Mais lui n'imite personne en fait. Lui, il fait sa life, il fait ses photos et il les fait bien. Putain, Oui, le salaud. J'y retourne de temps en temps. On nous a partagé des galeries sur le groupe Rise Up et j'y retourne de temps en temps. Je fais putain, il y a quand même du taf. Hein, avant d'en arriver là, il y a vraiment. Mais par contre, je trouve ça vraiment super intéressant de voir les galeries complètes des copains. Il y avait un groupe sur Facebook, mais comme j'y vais plus, voilà. Mais peut-être il y a un Discord à monter justement là-dessus, parce que vraiment c'est très intéressant de voir les galeries complètes et de voir tout ce qu'on peut pas montrer parce que c'est pas vendeur en fait. Oui, ça décomplexerait certains et puis ça nous ça libérerait, je pense, pas mal de choses et de tabous entre guillemets. On montre que nos photos waouh, mais il n'y a pas que ça. Hein. Oui, il y a des photos, il y a les autres 99%. C'est ça. Pour finir sur le minimalisme et sur les photos un peu plus clean, est-ce que tu as un truc à partager avec nous pour faire des photos plus propres et moins chargées ? Ne pas oublier l'essentiel dans ce qu'on veut communiquer, dans ce qu'on veut montrer en fait. Moi, je travaille beaucoup à l'émotion. Quelle émotion je sais même pas, je le fais tellement pas exprès que je sais pas, mais en tout cas, ne pas perdre de vue qu'on va photographier une émotion, un moment, et où est-ce qu'il est ce moment, où est-ce qu'il se cache en fait. D'accord. Donc tu te focalises sur le message, pas sur la technique. Non, heureusement pour moi. Non, mais ça a son importance. La photo dont on va parler justement, on termine toujours l'interview par une photo en particulier. Cette photo-là est particulièrement clean en fait parce qu'effectivement, surtout quand on voit ce que tu photographies, en fait, tu photographies quand même un WC. Ça pourrait être un merdier innommable, mais en fait non, la photo est super clean, le message passe bien. Donc cette photo, pour la décrire, et si tu veux bien, on la mettra dans l'article qui accompagne l'épisode. Avec plaisir. C'est la mariée qui est en train de se préparer, de passer sa robe, et une des petites demoiselles d'honneur qui probablement sa fille, qui est sur les WC juste à côté. Donc, tu as le parallèle entre la gamine qui est assise sur les WC en train de faire une grimace et la maman qui est en train de regarder par la fenêtre et de se préparer tranquillement. Qui est belle en plus parce que jusque dans le contraste des couleurs, tu as la lumière un peu jaune des toilettes et la lumière un peu bleutée de l'extérieur et tout. Enfin, j'ai écrit, tu vois, un truc, elle aurait été posée, elle aurait pas pu être mieux. Mais je vais te demander de nous raconter un petit peu l'histoire derrière cette photo parce que je soupçonne qu'elle n'est pas posée du tout en fait et qu'elle est totalement spontanée. Ah oui, non, elle n'est pas posée du tout, non, effectivement. La mariée, elle voulait quelque chose de très élégant, c'était une de mes toutes mes mariées sont belles, mais elle avait 2 robes Rima Rodaki, pour pas citer la créatrice, une super, cette nana-là, je la connais depuis des années, je trouve que c'est une beauté. Et j'étais trop contente de la photographier, je savais qu'elle attendait quelque chose d'élégant. Donc on a fait plein de photos très élégantes d'elle en train de passer sa robe, j'avais une jolie lumière, parfait. Et elle est maman de 3 enfants. Ils ont fait ça chez la sœur de la mariée, le rez-de-chaussée était en travaux, effectivement un joyeux bordel. Et donc elle s'est occupée de ses enfants qui voulaient pas s'habiller, qui en faisaient qu'à leur tête, des enfants le jour d'un mariage quoi. Et la petite dernière qui va aux toilettes et qui arrêtait pas, elle arrêtait pas de l'appeler, alors que en fait elle voulait juste enfiler sa robe tranquille. Et là il y avait la gamine qui était posée comme ça. Tu visualises le truc? Je vois bien, ouais. Et en fait, il y avait ce petit bout de gamine là qui attendait sa mère qui était prostrée sur les toilettes. La mère qui cherchait à vivre son truc. Et la porte était restée ouverte parce que c'était, voilà. Et là, la Gaëlle de 4 ans a pris les commandes. Ouais, c'est ça. C'était c'était tellement drôle. Le paradoxe était tellement... La photo est magnifique dans tous les contrastes et tout. Et puis, ouais, effectivement, t'as tout ce côté techniquement, elle est nickel, la photo. En fait, il y a tout ce qu'il faut. En fait, pour qu'elle fonctionne, t'as cette chance d'avoir le mur nickel avec pas le rouleau de PQ qui pendouille et des trucs comme ça. T'as la chance de pas avoir trop de bordel en arrière-plan et tout. Mais même jusqu'à la poignée de porte au premier plan sur la droite, la photo, moi, je la trouve magnifique. Franchement, celle-là, elle est vraiment chapeau.
Je sais pas si j'aurais osé la faire parce que je considère que je leur dois ça, mais faut y aller, faut oser, faut arriver à la faire comme ça et avoir toutes les bonnes émotions. C'est vrai que la maman, je l'ai vue en petit parce qu'on peut pas les agrandir sur la page là, mais la maman, tu sens qu'il y a ce besoin de souffler en fait qui est on ressent tout en fait, on ressent pas la détresse des parents, mais un petit peu quand même, tu vois, ce côté là. Effectivement, il y a pas un moment où ton gamin il va aux toilettes et il te demande pas de l'assister, quoi. C'est ça. Mais puis oui, c'était tellement mignon en fait que. En fait, on peut s'y reconnaître très facilement dans cette photo. Tu sais que j'ai hésité à leur livrer, hein. J'ai déclenché parce que voilà, et j'ai hésité à leur livrer quand on a fait le visionnage ensemble. J'étais en train je voulais pas regarder la réaction, et c'est super bien passé, donc ça allait. Non, mais elle est hyper drôle. Encore une fois, elle est tendre, tu vois. Encore une fois, on en revient au même truc. Même quand il y a de l'humour, il y a une vraie tendresse en fait dans tes photos. Ouais, mais parce que les gens, c'est des gentils quand même. Faut montrer le côté gentil des gens. Entre gentils, on se comprend. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, je sais, j'ai vécu des moments pas confortables parce que j'ai changé de style. C'était pas un virage, c'était un looping. C'est le moment où t'as des clients pas contents parce qu'ils t'ont engagé pour un truc et qu'ils ont autre chose. Ça m'est arrivé qu'on me demande ce que je faisais avant. Alors que ça faisait longtemps que je montrais plus ça, mais c'est de l'inconfort, c'est pas le pire moment. Je crois qu'elle est un petit moment de solitude sur un mariage. Je prends le coussin des alliances, à l'époque je faisais ça, pour aller me photographier je sais pas où, sauf que en fait c'était un coussin tout lisse en satin et qu'ils avaient posé les alliances mais ils avaient pas accroché en fait les alliances aux petits nœuds, et j'ai entendu l'alliance faire ding 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 dans l'église au milieu de tout le monde. Déjà tu l'as pas perdu, c'est pas mal. T'as l'air con à quatre pattes en train d'essayer de récupérer l'alliance dans les jambes de Tata Michel et tonton Jean-Louis, tu vois. Moi, j'ai une photo comme ça qui est mignonne. Ils prennent Paris, ils n'avaient pas attaché les alliances. On était au milieu de la nature, tu sais, parce que c'était un château en banlieue parisienne avec plein de nature. On faisait ça à l'extérieur, devant le lac et tout. Et ils avaient oublié d'attacher les alliances sur le coussin et les deux alliances tombent dans l'herbe. Oh, ma zette. Et là, c'est le drame. Un grand moment. 10 minutes à les retrouver. Et ils les ont retrouvés, heureusement. Mais je peux te dire que la maman qui avait oublié d'attacher les alliances, elle s'est bien fait pourrir la gueule par les mariés derrière. Mais c'était assez mignon. À la fin, ça a fait des photos marrantes. En fait, c'est toujours ça qui fait les meilleures photos au final. C'est ça. Et quand je leur ai montré, pareil, c'est le moment où ils se sont arrêtés, ils ont rigolé. Donc, Tant qu'ils ont rigolé, ça va. Voilà. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Je crois que je peux le mettre au pluriel. Non, le meilleur moment. Alors égoïstement, c'est quand j'ai eu le portrait de Inspi, parce que je venais de faire un virage violent et de savoir que ce que j'avais pris comme virage, ça fonctionnait entre guillemets et qu'il y avait une reconnaissance. Ça, c'était quand même un sacré moment. Juste, on va expliquer. Poi, c'est Photographer of the Year et Inspi, c'est Inspiration Photographers. C'est ça. Donc ça, c'était chouette parce que c'est la récompense de la part des pairs, de toute la communauté. Donc ça, j'avoue que égoïstement, ça c'était cool pour moi. Et après, je crois que c'est tous les moments que je vis en visionnage avec les mariés. Parce que c'est trop bien de se revoir, de rire et de pleurer et de partager les émotions qu'on a vécues ensemble. Ouais, quand t'as connecté avec tes mariés, c'est effectivement... Moi, je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, j'ai des mariés qui m'invitent à ça. Et franchement, c'est magnifique. Quand ils sont, tu vois, tu peux expliquer ta réflexion et tout, et eux, ils te disent « Ah, ça, c'est mon moment préféré, mon papa, t'as bien capté mon papa » et tout, ça, c'est magnifique. Ouais, j'ai la chance d'avoir le studio et d'avoir une zone de visionnage. Ouais. Donc en général, c'est apéro et on passe 3 heures ensemble à rire et à pleurer. Mais du coup, c'est toi qui es force de proposition pour ça. Oui, d'accord. Et j'y tiens. Ouais. J'y tiens vraiment. D'accord. Non, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que ça m'arrive quand on me le propose. Parce qu'après, faire venir des mariés à la maison avec 3 gosses qui crient, c'est pas toujours la meilleure. C'est pas la meilleure option, effectivement, non. Pour découvrir. Oui. C'est pour les faire rentrer dans ta vie, oui, sans problème. Mais bon, voilà. Quoi.
Et t'as réussi à bosser, t'as réussi à faire toutes ces photos-là, à traiter toutes ces photos-là avec ce bordel. Tu vois, et là, la reconnaissance est multiple. Oh là là, mais je suis impressionné. Tiens, voilà le prix. Je fais une petite quête à la fin, tu vas voir, ça marche. On va essayer ça. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Déjà. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Quelqu'un que j'aime beaucoup, autant dans son boulot que pour la personne qu'elle est. Je sais pas si tu l'as déjà eu, Laetitia Pavoine. Pas encore. Les histoires d'A. C'est un bonbon. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu peux nous en dire plus ? Elle fait beaucoup de photos de mariage. Elle s'est lancée dans le one-to-one là, très récemment. Elle a un univers qui est très poétique, très sensible, et elle est basée je pense qu'on peut dire la Bretagne. Je suis pas calée sur les, je veux vexer personne. Quelque part dans l'Ouest. C'est ça. Et j'ai la chance de l'avoir en intervenante sur The Roots 2021. D'accord. Et depuis, on s'est jamais lâché. Et c'est une de mes humaines préférées. On va discuter hors antenne d'une mise en relation. Eh ben, merci beaucoup Gaëlle, c'était hyper intéressant. Je savais que cette discussion serait intéressante, je savais juste pas pendant longtemps sous quel angle l'aborder, mais c'était vraiment cool de parler avec toi. Et j'espère qu'on se voit bientôt en vrai. On ira boire un verre ensemble parce que ça fait depuis Rise Up, ça fait longtemps. Normalement, ça aurait dû être un cocktail qui manifestement s'est bien passé, mais bon, malheureusement, j'avais des bonnes raisons de pas y aller. Cette année, j'y serai l'an prochain sans faute. Ouais, on avait qu'une belle aventure à cocktail, mais t'avais une belle aventure de ton côté aussi, Ellie. C'était. Je garde ma belle aventure. Elle a été quand même super chouette celle-là, et puis bon, je pense que je la vivrai plus. Donc pas une quatrième fois. Voilà, ça y est, 47 ans, c'était déjà ambitieux. Alors là, c'est bon. On va s'arrêter là. C'est pas mal. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Julien. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil du nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.